Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Ah, c'est comment? Pourquoi tu as la rage comme ça, Pépé? Pourquoi tu es enragé? Non, au contraire. Ça va, Pépé? Oui, ça va. Comment ça s'est passé au Cameroun? Ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé sur beaucoup de domaines. Ça s'est moins bien passé sur d'autres. Et puis, sur le plan du retour, ça a été un peu catastrophique. Donc, je voulais dire, ça s'est bien passé dans le fait que... Ce que tu es allé faire, c'est ce qui nous intéresse, Pépé. Oui, mais... Le sport. C'est un tout. Voilà, on est allé, on a vu... tout le monde a vu ce qui s'est passé avec l'équipe nationale. Parce que nous, à la base, même si on a des accréditations pour aller suivre les compétitions, mais il faut se dire la vérité. Moi, je suis parti pour suivre le Gabon jusqu'à ce que le Gabon va s'arrêter, jusqu'au niveau où le Gabon devait s'arrêter. Il y a d'autres qui sont restés. Hein. Il y a d'autres journalistes gabonais qui sont restés jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, ils vont rester jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. Oui, il y en a qui sont restés. Il y a plusieurs journalistes de plusieurs médias qui sont restés pour suivre les compétitions. Moi, je m'étais donné comme objectif de suivre l'équipe nationale jusqu'à ce que l'équipe nationale, jusqu'où elle va s'arrêter. Et là, donc, elle s'est arrêtée en huitième de finale, malheureusement. Toi, tu dis malheureusement pour les Gabonais, c'était un grand truc, hein? Non, quand je dis malheureusement, ça veut dire qu'on aurait pu mieux faire. Ah bon? Bien sûr, on aurait pu mieux faire. Au début de la compétition, on n'a pas donné... Les gens sont heureux aujourd'hui parce que lorsque le Gabon commençait la compétition, on ne vendait pas cher leur peau. Ça veut dire que le Gabon partait avec déjà beaucoup de problèmes. On a vu des problèmes extra-sportifs. On a vu le fait encore qu'on perde nos atouts les plus importants, si je peux le dire comme ça, entre griffes, avec d'abord ici avant de partir, Ndo Ibrahim, et puis un peu plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina. Donc on ne vendait pas cher la peau des Panthères. Et puis au fur et à mesure, les gens ont constaté qu'il y avait une équipe réellement qui était née. Il y avait des joueurs qui étaient soudés, des joueurs qui jouaient les uns pour les autres, les joueurs qui ne marchaient pas, les joueurs qui se donnaient vraiment à fond, qui mouillaient le maillot, comme on dit. Et donc du coup, il y a eu derrière un engouement vraiment véritable pour accompagner cette équipe qui était véritablement jeune, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouaient pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait beaucoup de joueurs qui découvraient le haut niveau. Et donc le public, tout le monde s'est organisé autour de cette équipe pour l'accompagner. Il y a eu une grosse sympathie qui est née derrière, et le fait des charters de population qui partaient du Gabon pour Yaoundé, pour le Cameroun, a fait en sorte que l'équipe soit réellement soutenue. Et on a vu comment l'équipe a avancé, et les circonstances des matchs où l'équipe était souvent malmenée et qu'à la fin elle arrivait à égaliser créaient encore beaucoup faisait encore beaucoup monter cette sympathie, et on a donc accompagné cette équipe. Donc lorsque cette équipe s'arrête en huitième de finale dans les conditions qu'on a vues, avec un arbitrage un peu compliqué, avec des faits de jeu qui étaient là, on s'est dit c'est une équipe qui est née et elle se doit d'être félicitée. Mais comme je le disais, elle aurait pu mieux faire, parce que sur ce match-là, l'équipe aurait pu gagner. Et donc c'est de ce côté-là que je dis malheureusement. Pour le reste, c'est normal qu'on félicite cette équipe qui est née, et les retombées commencent déjà à être là. On a vu le petit Oyono qui joue en 4e division en France, qui vient de signer un contrat avec une équipe de 2e division de l'Italie. C'est-à-dire que tout le monde a vu que cette équipe avait du potentiel, qu'il y avait des jeunes de manière individuelle qui jouaient peut-être dans des niveaux très bas, et qui aujourd'hui ont la possibilité de jouer à un niveau supérieur. Je suis sûr que d'autres joueurs vont signer d'autres contrats, et ce sera l'équipe nationale, l'avenir de l'équipe nationale, qui sera encore beaucoup meilleur. Donc à ce niveau-là, on peut féliciter les gars, et on peut comprendre l'engouement autour de cette équipe nationale, parce qu'au début, comme je le disais, personne ne vendait cher la peau de cette équipe nationale. Maintenant, sur le plan, on va dire quoi, sur le plan individuel, on a cité Anthony Oyono qui a signé avec un club italien, mais on a pu voir les Ekwele Manga, par exemple, que beaucoup de gens poussaient déjà vers la retraite. On a pu le voir prendre réellement son habit de capitaine, diriger les jeunes, organiser les jeunes, parler avec les jeunes, et faire en sorte que l'équipe arrive à une certaine dimension. Donc c'est une grosse satisfaction à ce niveau-là, et comme je le disais, on aurait quand même pu mieux faire. Voilà, toi tu voulais poser une question? Oui, je veux savoir si Aubameyang va aller au Barça. Bon, ça on a Est-ce que ça c'est dans la CAN? Non, pas forcément dans la CAN, mais j'ai vu une publication hier.
Mais Pépé n'est pas là seulement pour parler de on la est CAN. on est encore, il y a beaucoup de rumeurs encore. Je crois qu'il reste 48 heures. Hein. Ça doit finir demain, le mercato. Et donc, il y a une possibilité, mais ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, je crois que ça dépend du fait que Dembélé signe ou pas. Et donc, on est dans l'attente. Et c'est limité jusqu'en juin. C'est un prêt. Ça peut être un prêt. Après, Oui, ça peut, voilà, ça peut être un prêt. Voilà. Donc, tout ça aussi, on peut dire que ce sont les retombées de la CAN. Cette CAN aurait pu permettre à Pierre-Emerick Aubameyang, s'il avait joué, de se remettre en selle, de se remettre aux yeux du monde, parce qu'il faut l'avouer, ça fait longtemps qu'il ne joue plus avec son équipe d'Arsenal. Et aujourd'hui, l'équipe nationale aurait pu faire en sorte que, aurait pu être pas ce tremplin, mais cette tribune qui aurait permis au monde de revoir ce Pierre-Emerick Aubameyang qu'on connaît. Donc, mais le coach d'Arsenal est parti avec les autres joueurs sans lui. Oui. Mais depuis longtemps déjà, on voit que le coach d'Arsenal n'a plus, Aubameyang n'est plus vraiment dans ses petits papiers, comme on dit, dans ses plans. On le voit depuis, parce que il y avait eu une situation où Pierre-Emerick devait passer 2 ou 3 jours, une semaine quelque part. Il a fait beaucoup plus de temps que ça. Ça ne peut pas être un motif d'exclusion totale. Parce que depuis là, Pierre-Emerick ne joue pas. Depuis là, il n'est même pas sur la feuille de match. Depuis là, à un moment donné, il s'entraînait même déjà avec l'équipe réserve pour celui qui est le capitaine de l'équipe. C'était quand même beaucoup trop de choses. Donc, on a compris tout de suite que Arteta cherchait un motif. Il a trouvé son motif pour écarter Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement pour les observateurs, pour les fans de Pierre-Emerick, malheureusement, je le dis, malheureusement, Arsenal marche sans lui. Donc du coup, il n'y a pas moyen de pression, même des propriétaires, pour dire que non, mais il faut remettre Pierre-Emerick, parce qu'on voit que sans lui, Arsenal, ça marche plus ou moins. Donc du coup, Arteta est conforté dans ses choix. Et malheureusement, comme je le disais, Pierre-Emerick qui coûte cher, c'est un gros salaire, donc c'est pas n'importe quel club qui peut le prendre aujourd'hui, même en prêt, parce que lorsque vous prenez un joueur en prêt, vous entendez, il y a une entente. Pierre-Emerick, c'est quoi? C'est plus d'1 milliard par mois. Quel est le club qui va le prendre à ce niveau-là? Parce que si vous faites un prêt, moi je te dis, on se partage le salaire. Ça veut dire que le club, je prends un exemple, Pierre-Emerick, il appartient à Arsenal. Et Arsenal veut le prêter à Barcelone. Barcelone dit, moi je veux bien le gars, mais je ne peux pas donner à Pierre-Emerick le salaire qu'il a. Donc qu'est-ce qu'on fait? Son salaire, puisqu'il est contractuel d'Arsenal, son salaire, on divise ça en 2. Arsenal prend une partie et Barcelone prend une partie. Mais même ça, c'est assez lourd. Donc il faut vraiment qu'il y ait un club assez assis sur le plan financier pour pouvoir le prendre. Or, ce n'est pas le cas de Barcelone. Donc moi, honnêtement, ça m'étonnerait. Je serais très heureux, je serais le premier heureux, mais ça m'étonnerait qu'il aille à Barcelone. Mais il faut qu'il trouve un club, parce que là, il ne joue pas. Il faut qu'il trouve un club. Et puis aussi, Pépé ne dit pas que Barcelone est dans une situation de trésorerie très tendue. Donc, il faut aussi qu'il se débarrasse d'un gros salaire pour permettre l'arrivée de Aubameyang. Ça, c'est ce que j'ai cru. Et or, Dembélé ne veut pas partir. Dembélé, on lui a donné une porte de sortie puisqu'il a refusé en fait de prolonger son contrat avec le Barça. Donc, le Barça veut s'en débarrasser maintenant, sauf que lui ne veut pas partir maintenant. Lui veut aller à la fin de son contrat. C'est un peu tout ça. Un truc de ouf. Voilà. C'est souvent. Et pour des questions de fair play financier, Aubameyang ne peut pas venir si Dembélé est toujours là. Et ce n'est pas seulement Dembélé. Voilà. Et ce n'est pas seulement sur le plan du football, du fair play financier. Il y a aussi sur le plan de la stratégie. Ça veut dire que tu ne vas pas te retrouver avec 9 attaquants, alors qu'au final, tu n'en as besoin que de 2. Donc, si tu vois Dembélé, tu vois Pierre-Emerick, ils ont à peu près le même profil. Donc, il faut faire un choix. Et si tu n'as plus besoin de l'un, tu vas l'autre. Donc, si on revient à la CAN, je crois que la fin de la CAN, c'est une ouverture vers le futur. L'équipe nationale du Gabon a une équipe qui a été rajeunie. On a pu le voir. Et dans quelques mois, on va entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui doit se dérouler en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, comme beaucoup ont pu l'observer, une équipe est née. Maintenant, il y a l'euphorie de la compétition, la phase finale de la compétition, mais il y a la réalité de la compétition qui commence. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça n'aura pas de sens si demain, on joue les éliminatoires et puis on retrouve des gens qui marchent, des gens qui ne mouillent pas le maillot, des gens qui viennent à l'équipe nationale sur la pointe des pieds.
Donc, tout ça, on a envie que ça change. Et on a vu que ça a changé. Maintenant, il faut confirmer ce changement avec les éliminatoires qui arrivent. Le tirage au sort, c'est pour bientôt. On verra dans quel groupe le Gabon va être et quelles sont les dispositions que le Gabon pourra prendre pour se qualifier pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un objectif majeur et il faut donc confirmer. Les Kouélés sont en train de partir, les Pierre-Emerick sont en train de partir. On a une jeune génération qui arrive. Il faudrait maintenant que cette jeune génération arrive à s'imposer. Et on espère vraiment que ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 seront vraiment l'occasion pour nous de continuer à voir cette équipe et qu'elle continue à faire briller les joueurs. La CAN continue, Pépé. Comment tu vois le match Cameroun-Égypte? Finale 2017, je crois, ici au Gabon, c'était déjà ça. Oui, lorsque le Cameroun a gagné, c'était face à l'Égypte 2-1, je crois, le score. C'était un gros match déjà. Ce sera un gros match également parce que c'est pratiquement les mêmes joueurs. Certains ont eu des confirmations, comme Boubacar qui devient de plus en plus costaud. Il y a du côté camerounais toujours, il y a Toko Ekambi qui est à Lyon et qui est en train de prendre une certaine dimension. Mais en face, il y a quand même une équipe égyptienne qui est assez terrible. C'est-à-dire les Égyptiens, c'est une équipe, les Pharaons, c'est une équipe un peu bizarre, entre griffes. Lorsqu'elle est dans les phases de poule, elle est facile à faire sortir. Tu as l'impression qu'elle peut perdre. Elle a perdu un match, son premier match, deuxième match c'est difficile, troisième match il y a eu un fait de jeu qui a fait en sorte qu'ils se qualifient. Mais dès qu'ils sont déjà qualifiés, dès qu'ils sortent des poules, ils deviennent compliqués à battre. Ils deviennent très compliqués à battre. Donc ce sera là, pour moi, la finale. Ce sera la finale rêvée avant la finale malheureusement prévue. Donc Égypte-Cameroun. Et là, on peut, pour ceux qui regardent derrière les caméras, on va dire que le Cameroun organise la compétition, mais entre griffes, l'Égypte a une grosse position au niveau de la CAF. Donc ce sera vraiment la CAF face à la CAF lors de cette rencontre. On ne pourra pas voir, je ne crois pas qu'on pourra voir ce qu'on a vu en début de compétition où on attend les résultats des tests. Non, ça m'étonnerait. Avec l'Égypte a un tel poids sur le plan politique au niveau de la CAF qu'il y a certains détails qui ne pourront pas laisser passer. Donc ce sera un gros match et j'espère vraiment que tout le monde des deux côtés sera prêt. Mais je crois que l'Égypte aura un cran Peut-être au-dessus. mercredi, il y aura 15 cas positifs en Égypte. C'est pas évident. Mohamed Salah en tête. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est l'Égypte. Tu te bases sur quoi? C'est l'Égypte. C'est pas évident. Attendez. S'ils ont 15 cas, c'est qu'ils auront réellement 15 cas positifs. Voilà. Mais ça m'étonnerait. L'Égypte a tellement Mais quand pris j'ai des dit ça, c'est 15 cas. Hein. C'est pas que mais l'Égypte a tellement pris des dispositions que c'est pas évident. Pas évident, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, ils sont vraiment dans leur bulle, et non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment que l'Égypte ait des cas, beaucoup de cas lors de cette rencontre. Dans les demi-finales, c'est quand, Pépé? Les demi-finales, c'est à partir de mercredi, je crois. Mercredi, il y aura donc la surprenante équipe du Burkina Faso qui a éliminé la Tunisie. Qui a éliminé la Tunisie et qui nous avait avant éliminé dans cette rencontre où on a vu que les Gabonais avaient quand même du cœur et des organes, comme on a l'habitude de dire chez nous. Il y aura cette surprenante équipe du Burkina Faso qui sera, elle, ici, la demi-finale. Face à la Tunisie, c'est une équipe qui avait l'habitude de battre la Tunisie. Hein. On a pu le dire. Déjà, il y a 2 ou 3 reprises, déjà, ils sont retrouvés en quart de finale. Et le Burkina Faso est souvent passé. Et cette fois-ci encore, le Burkina Faso a montré que malgré l'absence de son capitaine emblématique, l'équipe de Burkina Faso était là. Il n'y a pas eu de gros. Elle est venue sur la pointe des pieds. On l'a pas vu venir, mais elle est là et elle continue. Hein? Elle continue son bout de chemin. Oui, elle continue son bout de chemin et on peut la voir en finale. Il y a également comme on a dit, Égypte-Cameroun. Moi, je crois que l'Égypte va passer le Cameroun. Le Cameroun est monté en puissance également, mais je crois que l'Égypte a quelque chose de plus que le Cameroun. Le public va peut-être jouer en faveur du Cameroun, mais je crois que l'Égypte sera en finale. Pépé, tu étais au Cameroun, qui a eu les bousculades de stade. Comment au Cameroun? Non, je n'étais pas au Cameroun. Tu n'étais plus pas au stade. Non, on était encore au Cameroun. Voilà, ça a été un choc. Hein. C'était un choc, mais c'était, j'ai envie de dire, prévisible.
C'était prévisible parce que l'organisation dans les matchs, je n'ai pas assisté à un match du Cameroun. Mais en regardant les Mais matchs... toi, tu as assisté à un match, tu as assisté au match du Gabon. Non, ce que je suis en train de dire, que je n'ai pas assisté au match du Cameroun. Mais déjà en regardant l'organisation dans les matchs du Gabon, où il n'y avait pas où la grosse affluence, c'était on va dire quoi, notre public et quelques supporters camerounais qui venaient dans le stade, l'organisation n'était pas assez huilée. Par exemple, ici, sans vouloir forcément faire la comparaison avec le Gabon qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'on te donne un ticket d'entrée au stade, sur le ticket, il est écrit la rangée ta rangée, il est écrit ton numéro de siège. Mais lorsqu'on avait cette Coupe d'Afrique des Nations, on te donne un ticket, il y a certes le numéro du banc et le numéro de la tribune et autres, mais ce n'est pas organisé. Ça veut dire que tu vas trouver quelqu'un d'autre assis. Tu vois, les places ne sont pas réellement affectées. Tu vois, donc il y avait une certaine désorganisation à ce niveau-là, pardon, qui faisait en sorte que les gens rentraient un peu n'importe comment. Après, on exigeait qu'on fasse des tests avant les matchs, des tests Covid. Nous, on le faisait systématiquement. Quand on doit avoir des passes sanitaires qui sont un peu des espèces d'un petit document qui prouve que tu as vraiment passé les tests Covid, que tu es en bonne santé et tout. Et quand on arrivait et puis on ne nous demandait même pas ça. Mais chaque fois, hein, mais on faisait ça parce que c'était inscrit qu'il fallait le faire, nous on le faisait. Donc on le faisait, mais quand on arrive comme ça, on ne demandait pas ça. Et donc les gens rentraient rapidement. Et puis, donc je me disais que si dans les matchs du Gabon, il y a une... C'est déjà comme ça. Donc imaginez un peu le match du Cameroun où il y a une forte population qui doit rentrer, où il y a des gens qui vont dans tous les sens. Ça va être compliqué, ça va être chaud à faire. J'espère, je me disais ça vraiment au fond du cœur, j'espère vraiment qu'ils vont vraiment mettre beaucoup plus d'agents de sécurité pour gérer les foules qui arrivaient là. Parce qu'il y avait de ces files d'attente qui étaient interminables. Et si ces gens-là commencent à être impatients de rentrer, il y aura toujours cette bousculade-là. Donc c'était vraiment, je crois que les organisateurs auraient pu prévoir ce qui est arrivé. Malheureusement, tous ces décès ont fait en sorte qu'ils ont un peu terni un peu l'organisation. Donc c'est ça, mais c'était prévisible. Il y a les joueurs camerounais qui ont décidé de donner la moitié de leur prime aux familles endeuillées aussi. Tant mieux, c'est ça, c'est un bon geste. C'est un bon geste et on espère que ça ne va pas faire revenir les gens, mais ça pourrait aider les endeuillés et puis ceux qui sont les blessés, les nombreux blessés, parce qu'on ne pense pas souvent à eux, mais il y a beaucoup de gens qui ont été blessés et qui auront besoin de ce soutien. Maintenant, je voulais quand même faire je voulais quand même dire un petit truc sur notre retour, parce qu'on est revenu avec 11 bus. Il y avait 11 bus. 11 bus, c'était impressionnant. Mais ça, je te dis que c'était impressionnant et ça faisait beau à voir. Ça faisait beau à voir 11 bus avec à peu près 50 personnes par bus. Tu vois ce que ça donnait. Lorsqu'on arrive dans une petite ville comme Limbé, pour le dernier match, c'était impressionnant. Donc le public gabonais à ce niveau-là c'était très beau. Maintenant, au retour, le public, la majorité, tout le monde s'est arrêté pratiquement à OIM. C'était le point de chute. Et puis maintenant, nous, la presse, les invités officiels, tout, on a continué jusqu'à Libreville. Mais entre OIM et Libreville, c'était... Quand tu veux nous parler de la route. C'est pas une news, bébé. Ne fais pas comme si tu voulais parler d'un grand truc. C'est pas une news. Non, c'est pas une news. C'est pas une news quand tu entends parler, mais c'est une news quand tu vis ça. Ah, mais non, je te dis, pour nous, c'est pas une news. Parce qu'on est d'OIM et on va souvent à OIM en voiture. Mais oui, mais si tu pars à OIM en voiture, tu as juste 5 minutes pour passer un trou. Mais quand tu as un bus, tu fais 40 minutes. Moi, je te dis qu'une route là où le VX bave, c'est le bus qui va faire quoi? On a mené des pavés, tu vois, des espèces de pavés qu'on est obligé de mettre dans les trous pour faire passer les bus. C'était vraiment... Non, là, c'est pas une news. Hein. C'est pas une news. Non, c'est pas une news. Mais c'est un vrai calvaire. C'est l'état normal. C'est l'état normal de la chaussée. Mais ça faisait vraiment mal quand tu vois... Ça te fait mal. Ben oui, ça faisait mal quand tu penses Avoir la route qui n'est pas goudronnée. Quand tu penses que tu as fait Yaoundé, Bitam, mais vraiment tranquille, quoi. Tu as à peine les seules bousculades, c'était les virages. Mais quand tu arrives de ton côté, tu dis, oh mon Dieu. Tu as un mauvais langage, hein. Tu veux dire qu'au Gabon, il n'y a pas les routes. Tu as dit que ce n'est pas une news, donc qu'est-ce que je vais vous annoncer? Ah, moi, je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas les routes, je t'ai dit que ce n'était pas une news. Une news et il n'y a pas les routes, c'est deux choses différentes.
Tu es un mauvais patriote, là, Pépé. Mais non, au contraire. Merci, Pépé. Avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.